Bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Nomad Coach et fondatrice du mouvement One. J'ai créé ce podcast pour les chefs d'entreprise en crise d'identité que j'accompagne, pour les aider notamment à ne plus jamais se dénigrer, s'oublier ou perdre confiance et énergie, pour créer un changement concret et un impact durable dans votre vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Rejoignez vous aussi le mouvement One. Ce podcast met à l'honneur ces femmes pour vous inspirer, pour impacter le monde, un acte d'amour à la fois, à commencer par un acte d'amour vers soi. Bonjour les Ones et bienvenue sur cet épisode du podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, j'ai le cœur en joie, j'ai le cœur en mode feu d'artifice parce que je suis particulièrement émue d'avoir comme invité une rencontre coup de cœur, une rencontre que je suis depuis plusieurs années et ces dernières semaines, j'ai franchi le pas et nous sommes en relation professionnelle avec Mathieu Cristol. Mathieu Cristol, serrurier du cœur. Mathieu, bonjour. Bonjour Afida, bonjour tout le monde. Alors Mathieu, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir ici et c'est une joie d'avoir une autre occasion de partager. Alors, comme à mon habitude, vous savez, je vais démarrer le podcast par un portrait vérité de Once. Voilà, que je vais soumettre quelques questions un peu spontanées à Mathieu, histoire de découvrir un peu ce personnage. Et ensuite, on lui laissera un micro ouvert parce qu'aujourd'hui, on va parler d'amour, mais d'amour universel infini. Cet amour dont je vous parle souvent dans les accompagnements. Et on va avoir la version d'un sage, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, Mathieu a souvent été surnommé le serrurier du cœur. Mathieu, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, nous dire qui tu es? Ensuite, on fera ton portrait vérité et enfin, je te laisserai la tribune. Eh bien, merci. Je suis Mathieu Cristol. Effectivement, je me présente publiquement comme serrurier du cœur. J'ai aujourd'hui 45 ans et à l'âge de 15 ans, j'ai vécu un éveil de conscience qui m'a permis de découvrir que il n'y avait pas que le monde matériel qui existait, mais tout un monde invisible. Et à cette époque-là, j'étais en grande difficulté de relations amoureuses, de qu'est-ce que c'est, etc. Donc la question de l'amour est venue très vite. Et pendant plusieurs années, je pensais pas que ça prendrait tant de temps, j'ai exploré le monde invisible auquel j'étais relié, m'a appris des choses que j'avais jamais entendues, que j'avais jamais... Autour de moi, ça n'existait pas sur la notion d'amour propre et d'amour, ce qu'est vraiment l'amour en fait. Et aujourd'hui, ça va faire 15 ans que je partage pour accompagner les personnes qui sont en dépendance affective, qui sont en cheminement spirituel, qui sont trop torturées par les questions du mental constantes, les autocritiques, à revenir dans ce cœur, où il y a un amour incommensurable et qui fait que quand on se relie, si on reprend conscience de ça, eh bien, il y a comme un apaisement de la tête et une évidence qui se développe en nous, de confiance, de facilité à s'affirmer. Pour vous donner un exemple, c'est que quand j'étais plus jeune, je bégayais, je suis dyslexique, donc je mettais les phrases à l'envers, j'avais peur de presque tout. Et si on m'avait dit un jour que je parlerais avec autant d'aisance devant n'importe qui, je l'aurais pas cru, en tout cas à l'époque. Super. Alors, vous pouvez le constater dès les premières minutes de ce podcast, cette générosité de cœur et cette volonté de partager de Mathieu, c'est une évidence.
Merci Mathieu. Tu pourras nous expliquer tout cela dans le détail dans quelques instants. Alors si on voulait te découvrir, je vais te poser quelques questions comme ça un peu spontanées. J'aime bien prendre les invités un peu de cours. Si tu étais un animal, qui serais-tu? Alors, sans hésitation, la tortue. La tortue parce que de toute façon, je suis lent. Même je parle lentement. Mais aussi la tortue ne sort jamais de sa maison. Où qu'elle aille, où qu'elle soit, elle ne quitte pas son foyer. Donc la tortue pour moi est un très très haut symbole où je me reconnais, à la fois dans la lenteur, à la fois dans la dureté de sa carapace qui protège la vulnérabilité et de sa peau, de sa chair, et à la fois le fait que où qu'elle aille, elle sort pas de sa maison. Pour finir sur la tortue, c'est La Fontaine qui a fait le lièvre et la tortue, et à la fin la tortue gagne, non pas parce que elle est rapide, mais parce qu'elle est persévérante, et je suis quelqu'un qui ne sait pas aller vite, mais ne s'arrête jamais. Waouh, merci. Alors, si tu étais un livre de chevet. Oh, alors là, euh, le livre qui m'a touché le plus longtemps, que je portais tout le temps sur moi pendant au moins 6 ans, c'était de Khalil Gibran le prophète, que j'ai lu des millions de fois. Les pages de mon petit livre sont archi usées tellement que je l'ai lu. Merci. Si tu étais une couleur. Oh, alors je dirais la même chose qu'à mes enfants. Pour moi, je suis toutes les couleurs. Je ne choisis pas de couleur. C'est pas que je veux pas changer, c'est que il y a l'arc-en-ciel, le blanc et le noir. Et complètement assumé, le noir et le marron aussi. Voilà, ça c'est important pour moi. Il n'y a pas que le lumineux. Super. Si tu étais un pays, est-ce que tu as un pays de prédilection ou un continent, peu importe? Un continent, ça serait plus facile. Je suis amoureux de l'Afrique. J'ai grandi en Afrique et ça me parle énormément. Je ne saurais pas choisir un pays comme je suis un enfant de voyageur. Mon père était prof coopérant. J'ai vécu sur plusieurs pays. Ça, ce serait trop dur, le pays, mais un continent, l'Afrique, sans doute. Excellent. Si tu devais nous parler d'un de tes mentors, une personne qui a vraiment transformé ta vie, ou alors une rencontre qui t'a vraiment touché. Le premier qui me vient, je l'ai jamais rencontré. J'ai rencontré le film qu'on a fait sur lui, et à peu près tous les écrits que j'ai pu trouver faits par lui, c'est Gandhi, puisque à l'âge de 14 ans, je suis tombé par hasard sur le film biographique qui dure 3 heures de Gandhi. J'étais un enfant maigrelet, qui bégayait, qui avait peur de tout, qui était bouc émissaire dans les cours de récréation. Et tout d'un coup, je vois un maigrelet petit qui fait dont la force n'est pas la violence et les muscles. Et moi, à l'époque, là, c'était une découverte. Pour moi, je rêvais tellement d'être grand, costaud et pouvoir en mettre plein la tête à ceux qui me chamaillaient, on va dire, à l'époque, que je disais qui me tapaient. Et ça a été bouleversant pour moi, ce film, en fait. Ok. Enfin, pour terminer sur une petite note un peu fun, si tu étais un plat sucré ou un plat salé, c'est Le quoi? rougail saucisse. J'adore le rougail saucisse. C'est C'est lié aux réunionnais. origines, ça, Oui, non? c'est ça. Ma maman est malgache. Ok, excellent. Merci beaucoup Mathieu pour ce portrait vérité. On va passer aux choses un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus, on va dire puissantes aussi. C'est le mot qui me vient là maintenant en t'écoutant et en échangeant avec toi, comme toujours d'ailleurs. Hein. Dès notre première rencontre, je pense que je t'ai suivi pas mal sur les réseaux et voilà, je faisais un pas en avant, un pas en arrière parce que je me suis dit mais cette personne est si sage, elle a une histoire tellement extraordinaire elle doit avoir énormément de choses à m'apprendre, à me partager, à me faire découvrir. Et mon intuition, vous savez, un des 6 super pouvoirs du cœur, ne m'a pas trompée.
parce que quand je t'ai rencontré, comme je l'ai dit en introduction, c'était un vrai coup de cœur. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on partage avec notre auditoire, qui sont essentiellement des femmes chefs d'entreprise qui sont déjà bien établies dans leur vie et qui sont brillantes, qui ont fait des belles carrières et qui malheureusement se sont oubliées en chemin. Et la problématique qu'elles m'exposent souvent, c'est que elles se sont tellement oubliées, elles ont oublié de se connecter à leur source d'amour que elles se mettent dans une cachette où elles s'oublient, elles se dénigrent même parfois. Et donc j'aime dans ces podcasts effectivement que mes invités parlent justement de leur sujet de prédilection. Donc tu vas avoir un micro, une tribune libre, et on terminera le propos par 3 conseils pratiques que tu aurais envie de partager à ces femmes chefs d'entreprise. Et s'il me vient des questions en chemin, je te ferai un petit signe pour te poser la question. Merci. Oui, vraiment, n'hésite pas à m'interrompre à tout moment. Ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai énormément observé parce que quand j'étais enfant, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'enfance, mais ma mère est la fille d'un homme qui était alcoolique et qui frappait sa femme. Et elle était l'aînée. Et donc, je suis né avec une mémoire très forte. Déjà, je suis né avec un gros problème de cœur j'ai dû avoir une intervention chirurgicale. Et lié à ça, j'avais peur de porter du tort à une femme, à n'importe qui. Mais dès très tôt enfant, j'avais peur même dès que je commençais à avoir de l'attirance ou un désir pour une femme, ce qui venait, c'était la peur de lui faire mal, la peur de la forcer. Grâce à mes guidances, vers les 15-16 ans, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. C'est que c'était l'histoire de ma mère, mais toute médaille a son revers. C'est-à-dire que derrière cette peur, il y avait une aspiration profonde à mais qu'est-ce que c'est réellement une femme finalement, et pas simplement et là je vais parler avec le statut d'un garçon, un mâle stupide de base, c'est pas simplement un objet de plaisir qu'on convoite et qu'on désire avoir pour soi, et si pour peu, elle peut aussi faire le ménage et la nourriture et s'occuper de tout ce qu'on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est réellement en fait, et qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Et il se trouve que j'avais ce gros problème d'amour, et c'est le monde invisible qui m'a enseigné ça. Alors excusez-moi pour les personnes qui sont pas dans ce délire, on va dire. Prenons du recul sur ce que je dis et gardons le message plus que la forme, mais j'appuie sur la forme quand même. Ce que j'ai reçu, c'est d'abord de devenir femme, en fait. Si je voulais être amoureux d'une femme, il fallait que je comprenne ce qu'était une femme dans mes entrailles, en fait. Et donc, aujourd'hui, ce que j'observe, j'accélère dans mon propos, c'est que, surtout chez des femmes entrepreneuses fortes, que j'admire énormément, ça s'est fait en étant le plus yang possible, le plus homme possible, parce que les codifications sont masculines, parce que le jugement, les hiérarchies, c'est validé, jugé par un regard d'homme, et pas simplement un regard d'homme dans le sens des mâles, des corps d'hommes, parce que des femmes puissantes qui ont dû tellement travailler l'homme en elles peuvent être encore plus dures envers d'autres femmes, avoir un regard d'homme encore plus écrasant et plus jugeant. Parce qu'il y a cette idée, et j'ai accompagné, la majorité de mes clientes sont des femmes qui ont plus de 45 ans, autour de 60, et que la femme est faible dans leur tête. Donc, elle n'a pas de place dans l'entreprise. Elle a de la place pour être une maman, pourquoi pas, et encore. Elle a de la place pour 2-3 trucs. Mais pour la plupart du temps, est engrammée dans la tête l'idée du sexe fort et du sexe faible. Et donc, la femme est faible, fragile. Elle change tout le temps d'avis. Elle est inconstante. Toutes ces idioties. Et même si aujourd'hui, on peut voir des hommes qui ont évolué,
les femmes d'une certaine génération, c'est engrammé en fait dans les cellules. Et donc, pour moi, là, il y a une invitation à apprendre à aimer la femme, en fait, comme la femme qui est en nous. Parce que qu'on soit d'un corps physique masculin ou féminin, nous avons tous développé un non-amour envers la femme et une espèce de vénération sur le principe masculin qui est fort, qui est puissant. Et même quand on le rejette, on va le rejeter à partir du masculin, en fait. Et donc, on va se retrouver, que ça soit des hommes qui sont totalement déstabilisés, qui ne veulent plus être des machos, et donc, du coup, ils savent plus quoi être parce qu'on ne reconnaissent pas non plus la force du féminin. Et parlons des corps physiques féminins qui vont essayer de mettre ces femmes au placard. Et ce qui est le plus spectaculaire, ce sont ces femmes qui vont énormément s'apprêter au niveau féminin, qui vont être super bien maquillées, des jolies boucles d'oreilles, des choses. Cet perfectionnisme-là est typiquement masculin, en fait. C'est comme si que c'est un contrôle, c'est ça y est, je sais parce que ça se transmet par l'oralité que la femme a un pouvoir sur l'homme et que c'est le pouvoir, pardonnez-moi l'expression, mais pour avoir été beaucoup dans des groupes féminins, c'est contrôle son sexe et son appétit et tu fais ce que tu veux de l'homme. Donc elles vont mettre en valeur ça. Mais là, moi, ce que j'appelle l'âme, notre essence, notre profondeur, ça la désole, ça. Plus on monte dans ce niveau de compétence, plus on perd l'accès à la toute-puissance du féminin, en fait. Alors, tu vois, là, ça résonne parce qu'effectivement, on est dans tout ce qui est stéréotype et un peu conditionnement qui limite. Et ces conditionnements, à la fois, ils sont extérieurs, ils sont liés à cette société qui a engrammé ça dans nos cerveaux, dans nos habitudes et ces étiquettes, mais ils sont liés aussi à des conditionnements internes. Alors, moi, je voudrais qu'on s'élève un peu et je voudrais quand même aller au cœur de ce que justement différencie justement ton approche. Donc là, on a bien compris, selon Mathieu, il y a ce point de départ avec cette dualité homme-femme, masculinité, féminité, énergie féminine, énergie masculine. Quand on s'élève un peu et qu'on veut comprendre comment on peut se relier à sa source d'amour infini, puisque tu le sais, dans mes accompagnements, on a beaucoup échangé là-dessus, parce qu'on a beaucoup de points communs, c'est aider les personnes à réveiller leur pouvoir du cœur. Donc si on devait être pratico-pratique, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que toi tu as fait des découvertes en ce sens que la personne peut entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, tu me corriges, hein, Mathieu, c'est toi le spécialiste, s'auto-satisfaire au niveau amour ou s'auto-ressourcer plutôt, ou s'auto-sourcer. Et comment on peut, si tu as un exercice pratique à nous faire ou un enseignement à nous partager, est-ce que c'est possible ? C'est pour ça que j'ai abordé cette notion, parce qu'en fait, l'amour va être freiné par ces concepts. C'est-à-dire que ce sont pas simplement des concepts qui sont liés à nos sociétés et ce qu'on nous a transmis. Ils sont engrammés dans nos cellules depuis qu'il existe des espèces masculines et féminines. C'est-à-dire même pas au-delà de l'humain, c'est au-delà de l'espèce humaine. Et ça, c'est très important de l'entendre parce que c'est à la fois la force et le frein. C'est-à-dire que ces archétypes vivent depuis 200 000 ans. On les enlève pas comme ça. Et d'ailleurs, on peut pas les enlever. Par contre, on peut rentrer en relation amoureuse. Et là, on va entrer là sur ce que tu me demandes. Qu'est-ce que c'est rentrer en relation amoureuse ? Ok, c'est facile de dire j'apprécie, je me satisfais de ce que j'aime. Mais comment je vais développer une appréciation, une satisfaction dans ce qui a priori je n'aime pas ou me rebulte ou me répulse en fait ? Parce que
c'est là qu'arrive l'antagonisme. Et pourtant, quand on peut commencer à s'éveiller à cette qualité d'amour qui fait que ce qui me répulse peut être pleinement accepté, peut être complètement accueilli comme faisant partie de la merveille que je suis, eh bien, on va moins être ballotté dans ces archétypes, même ces archétypes vont nous soutenir en fait. Alors, oui, commencer à s'autoriser de dire que l'amour ne vient pas de l'extérieur. Parce que, en fait, derrière, je tente de répondre à cette histoire qu'on nous a racontée, que quand je rencontrerai la personne parfaite, tout ira bien. Eh bien, la seule vérité qu'il y a à cette histoire, c'est de rencontrer la personne parfaite que je suis. Et pas la personne parfaite qui arrive de l'extérieur, en fait. Et c'est ce travail derrière. Comment je peux redevenir un homme, une femme qui s'assume? C'est à chaque fois que je me vois en non-amour, que je me vois en train de contrôler, de m'agacer, c'est de prendre un temps de respiration et veiller à ne pas contrôler mon contrôle, à ne pas juger mon jugement, à ne pas culpabiliser de culpabiliser. C'est bien, je dis bien à chaque fois les deux mots. Donc je suis en train de culpabiliser, j'inspire et je dis tout va bien. La culpabilité a besoin de s'exprimer. Qui elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle occasion pour moi elle m'offre de se dénuder la culpabilité devant moi. Parce que grâce au fait qu'elle s'exprime, je vais pouvoir la connaître. Mais nous sommes habitués à une voix qui est masculine. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est une voix, parce que en posant ces mots, puisque tu me dis que la majorité des personnes sont des femmes, c'est cette puissance du féminin dans son apogée est beaucoup plus actif que dans un corps masculin. Donc il y a une facilité, d'où le fait qu'il y a d'ailleurs beaucoup plus de femmes dans les développements personnels, spirituels, etc. Il y a une majorité écrasante de femmes et une minorité désolante d'hommes, on pourrait dire, mais c'est normal. Ça progresse parce que le féminin réel, pas le fait femme-homme, est en train de revenir en lumière, en fait. Et comment il revient en lumière, c'est là-dedans. Je suis très contrôlant, ok. Je le regarde sans le juger, ce contrôlant. Peut-être qu'au bout de 3 secondes, je vais rejuger, c'est pas grave. Je m'offrirai, quand ça va réapparaître, l'occasion de le re-regarder quelques secondes sans jugement. Et si j'ai du temps, je suis en train de contrôler, bam, j'étais en train de regarder, bam, je juge, et ben je regarde le jugement. C'est le jugement qui se donne à voir. C'est comme si qu'on était composé de plein d'enfants, et les enfants, ce sont toutes ces forces avec lesquelles nous sommes pas en alliance et qui vont agir indépendamment de nous ou indépendamment de la direction qui nous permet d'aller bien, en fait. Et donc, avant de vouloir les gérer, les comprendre et de les gérer, les contrôler, c'est que je vais apprendre à les connaître, en fait. Donc, la seule façon de les connaître, c'est que quand elles apparaissent, du mieux que je peux avoir cette attitude, je retourne en moi et waouh, j'ai la culpabilité qui s'offre à moi. Waouh, j'ai la tristesse qui s'offre à moi. Waouh, j'ai le contrôle qui s'offre à moi. Qui tu es, qu'est-ce que tu es, pourquoi tu agis comme ça. Apprends-moi de toi. Puis-je avoir faim de qui tu es, comme un parent s'émerveille quand un gamin essaye un truc, il se casse la figure et il rigole parce que on sait qu'il n'y a pas d'impact, je veux dire, de problème particulier, c'est normal, et qu'un jour il sera marcher, compter, lire, tout ça, et encore que des fois on est tellement contrôlant que quand il tombe c'est la catastrophe, alors que l'enfant, lui, il va se relever. C'est pareil avec ces instances.
euh, je vais me mettre déjà dans une attitude de douceur avec moi-même. Parce que avant de dire comment je peux accéder à cet amour absolu, c'est comment je relationne avec moi. Parce que cet amour absolu, nous sommes cela déjà. Qu'est-ce qui fait qu'on n'en est pas conscient? C'est notre manière de relationner avec nous-mêmes. Nous relationnons avec nous comme des despotes, des tyrans envers nous-mêmes. Donc comment on peut avoir 5 secondes pour avoir le temps de voir toute la merveille que nous sommes, puisque nous nous utilisons constamment. On s'utilise pour être efficace, on s'utilise pour contrôler notre environnement, pour qu'il réponde à nos attentes, on s'utilise pour gagner plus d'argent, ou pour avoir une meilleure maison, ou pour pouvoir ressembler à tel coach merveilleux, ou telle enseignante merveilleuse. On est tout le temps comme si nous étions des outils. Et je le dis bien parce que souvent, les gens, quand ils commencent, ils disent « mais j'aimerais me rendre utile ». Donc on se pense comme un outil. Nous ne sommes pas un outil. Nous sommes une merveille organique vivante, en mutation constante, qu'on le veuille ou non. On change tout le temps, on veut toujours changer. Il n'y a pas de problème, c'est un fait de base. On est en mutation constante. Pas forcément vers quelque part, mais on est en changement constant en tout cas. Ok, super. C'est très très clair et très explicite. Alors, moi, je suis curieuse si voilà, on est dans une démarche justement de changement et on s'observe, hein, on s'observe changer, on accueille, comme tu nous invites à le faire, ces émotions qui ne sont pas nous finalement, qui sont juste voilà une forme, une partie de nous. Les femmes que j'accompagne me demandent souvent, je n'ai pas appris à m'aimer, comment procéder? Donc là, on a bien entendu qu'il y a un prérequis de constater cet apogée de nos énergies féminines masculines. On a bien compris qu'il y avait ce prérequis d'accueillir. Et c'est quoi l'étape d'après? Si tu devais partager de façon pragmatique et concrète 2 ou 3 astuces là maintenant, parce que nos podcasts se veulent volontairement courts pour donner envie aux gens d'en savoir plus. On parlera de ton actualité juste après, mais quelles seraient les 3 astuces que tu donnerais, si tant est que tu en aies 3? L'astuce numéro 1, c'est que pour pouvoir s'aimer, eh bien il faut se laisser aimer. Donc effectivement, j'ai un outil que tu connais toi, qui est d'aller dans son cœur et de dire oui à l'amour qui existe en nous. Mais avant ça, il y a des choses beaucoup plus concrètes. Quand je suis en train de m'offrir un thé, je prends totalement le temps de savourer ce thé, d'être en gratitude de m'offrir cet amour, en fait. Et ça, c'est astuce numéro 1. On peut dupliquer le thé à plein de choses. Astuce numéro 2, qui paraît être identique, mais qui a une nuance, c'est que nous avons le cerveau qui est tellement adapté au fait que il faut voir la faille pour pas tomber. Eh bien, c'est d'enquêter tous les moments gracieux, tous les moments qui nous ont porté de la joie, de la douceur, qui sont donc des moments d'amour pour nous, et de les célébrer. Ah, merci pour, par exemple, j'étais dans les bouchons, j'ai ouvert la fenêtre, il y a eu un brin d'air, et pendant un instant, j'ai dit « merci pour ce moment que j'ai eu dans la journée, qui était un moment d'amour, une caresse. Merci pour un regard croisé qui a fait que tout d'un coup j'avais des chatouilles, même si c'est fini. Merci. Tous ces moments de grâce qui sont des micro-moments et qu'il y en a des milliers dans la journée. Mais comme nous, on regarde les problèmes, on croit qu'il y en a pas, ou peu, ou trop peu. S'amuser à démultiplier la célébration d'à chaque fois qu'on a un moment de grâce. Et notre cerveau sera naturellement après les enquêter. Parce que notre cerveau, il
il est gourmand et donc il va aimer aimer, en fait. Première astuce, c'était de vraiment être à 100% dans ce qu'on savoure. La deuxième, c'est de célébrer des moments impromptus et les moments où on savoure. Et le troisième, c'est tous les moments inconfortables de notre vie, tous les moments inattendus. On est dans les bouchons, on a ouvert la fenêtre et il y avait le brin d'air certes, mais il y avait les klaxons qui étaient agaçants. En plus, il y a quelqu'un qui m'a crié dessus alors que j'y étais pour rien du bouchon. Et bien dire, ok, aujourd'hui je n'en suis pas là, mais ça aussi, c'est de l'amour. C'est se dire, ok, aujourd'hui j'en suis pas encore au fait de le vivre comme ça, mais ça aussi, c'est un moment d'amour. Se répéter cette phrase. Je n'en suis pas encore là aujourd'hui. Ça me répulse, ça m'énerve, ça m'agace, ou ça me met en peur, ou ça me referme. Ok, mais ça, c'est de l'amour. Et un jour, je saurai le recevoir comme tel. Waouh, waouh. Et quand, par exemple, on pratique, si on se fait un arrêt sur image sur cette troisième astuce que tu donnes, quand tu accompagnes les gens, est-ce qu'il y a quand même une pratique qui doit s'installer? Quel conseil tu donnes pour pouvoir apprendre à pratiquer ça? Encore une fois, c'est la répétition qui va faire que le cerveau va s'habituer à aimer, comme tu dis. Oui. Alors, c'est vrai que moi, quand j'accompagne individuellement, je donne un exercice clé du oui à l'amour que je demande à répéter parce que du coup, on va remettre l'amour devant toutes nos priorités progressivement. Et quand c'est vraiment une histoire éducationnelle, notre cerveau s'intéresse à ce à quoi on le met le plus devant les yeux. Donc, si on lui répète l'amour tous les jours et qu'on célèbre l'amour tous les jours, le cerveau va percuter dans son fonctionnement neuronal que ce truc, l'amour, c'est hyper important pour nous et qu'il faut checker toutes les occasions pour nous de l'amour. Et donc, de jour en jour, de mois en mois, il y a des passages comme les fameux 21 jours, 40 jours, mais en vérité, c'est sur la longueur. Et à un moment donné, le cerveau, il a compris que ce qui va être le plus puissant pour nous, le plus bénéfique pour nous et pour lui, c'est d'être conscient de toutes les occasions d'amour et de faire un effort d'aimer, voilà. Et donc une invitation à aimer ce qu'a priori jusqu'à ce jour J, on n'aime toujours pas. Mais le truc, c'est que l'amour est indissociable de la clarté, d'où la nécessité de dire ok, je n'aime pas. C'est pas se dire, parce que certains disent, oh, t'as dit un négatif, tu vas être bloqué là-dedans. Non, je fais un constat. Je suis vrai, clair avec moi-même et authentique. Alors, parce que je suis vrai, clair, l'amour saura où est le lieu où il doit se déposer. Si je suis confus, l'amour va rester confus. Tu peux nous redire ça? Donc, si je suis claire, l'amour sait où il peut se déposer, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ah, waouh. Alors, que de richesse. Alors, vous vous doutez bien, on pourrait rester des heures et nous, on l'expérimente en off avec Mathieu parce qu'on vous prépare des petites choses et on se découvre petit à petit, on passe du temps à échanger, c'est toujours du temps de bonheur. Donc, évidemment, le format ne nous permet pas ici d'aller plus loin, mais je ne saurais que vous inviter à découvrir ce fameux oui à l'amour qui est un exercice ultra puissant et c'est un peu cette connexion à l'intelligence subtile du cœur que je vous partage aussi dans mes protocoles. Alors Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Je sais que tu as une page YouTube sur laquelle on peut te retrouver tes vidéos. Tu as également une page Facebook, donc je vous mettrai le lien dans ce podcast avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton actualité? Je sais que moi, je vais expérimenter bientôt un stage avec toi, avec la roue d'Anata, donc sans tout dévoiler, mais est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de ce qui te caractérise et c'est quoi les prochaines rencontres peut-être? Effectivement, dans toutes mes propositions, ma proposition chouchou, parce que c'est la forme la plus puissante à ce jour pour moi de transmission, de réaliser que l'amour
nous sommes là, en fait, nous avons été créés par l'amour, et que cet amour est indépendant de nous, mais complètement uni à nous. Et quand on est conscient de cela, ça fluidifie toute notre vie, en fait. Donc, il y a un week-end que j'appelle le triomphe de l'amour, et c'est une cliente qui m'a proposé ce nom après avoir suivi le premier week-end auquel je n'avais pas donné de nom parce que je ne savais pas comment le nommer. Et, le triomphe de l'amour, parce que c'est le triomphe de l'amour sur le mental, vraiment. C'est-à-dire quand on sort de ce week-end, même plusieurs mois plus tard, et je viens d'avoir des anciennes clientes qui m'ont dit « Ah non, mais nous, c'est intégré complètement dans notre quotidien depuis la roue de « Je suis d'abord et avant tout l'amour ». Ça, c'est la Ruadhyana, c'est lié à la Ruadhyanahata qui utilise des formes de circulation d'énergie où tous, on va recevoir et donner l'énergie de l'amour en cercle, et chacun son tour, on passe au centre de ce cercle où chaque personne est à la fois récepteur et donneur, et fait que au centre de ce cercle, il y a une démultiplication de la puissance de cet amour source que j'appelle, ou de ce tout amour. Et donc, ça crée une immense facilité pour conscientiser cette évidence que l'amour est déjà en nous, et chacun à son niveau va avoir forcément des bonds de conscience, que ça soit j'y connais pas grand chose, je pense à une cliente qui connaissait rien des trucs, et à la fin qui a dit oh, j'arrive à ressentir de la chaleur dans mon cœur, j'arrive à ça. Et en parallèle, il y avait une thérapeute chamane qui, elle, a dit non mais j'ai jamais vécu un truc aussi puissant, ça m'a permis de me réconcilier avec toutes mes lignées transgénérationnelles. Donc l'amour vient nous offrir quelque chose qui est type unique pour nous-mêmes, mais comme si qu'en 2 jours, on vivait plusieurs années, en fait, d'un coup. Alors moi, j'ai hâte d'expérimenter ça. Et si vous voulez l'expérimenter avec nous, contactez Mathieu de ma part. Rejoignez-nous, ce sera avec grand plaisir. Et c'est vraiment aussi cet enseignement universel à l'amour que tu fais vivre aux gens là où ils sont. Donc là, encore une fois, soyez ouverts. Réécoutez ce podcast, calmement. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser à Mathieu ou moi-même. On est vraiment alignés sur cette forme d'accompagnement et cet accès, en fait, qui est déjà là, mais auquel on ne prend pas le temps d'accueillir, en fait, suffisamment. Donc, il existe des clés, des chemins pour ça. Vous avez les coordonnées de Mathieu sous ce podcast et vous pouvez aller voir par curiosité ce qu'il fait et l'interroger. Et en tous les cas, Mathieu... merci, parce que cet échange a été fort précieux. Si tu devais clôturer le mot de la fin, je te laisse le micro. Quelle phrase tu donnerais ou quel échange tu aurais envie de partager pour terminer? Oui à l'amour. Oui à l'amour, vraiment. C'est oser sortir de ce que vous connaissez et laissez-vous aimer. Waouh. Merci Mathieu Christol. Merci Afida Ben-Nour. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.